Je voulais vous présenter ma secrétaire générale de Codérum. Vous avez vu que tout le staff se rajeunit à une allure folle. Ça va, ouais. Bonjour. Là. Bonjour. Bien, bonjour. Madame Charlie. Bon, vous êtes là. Excusez-moi. Je vous ai caché l'affaire. Voilà. Bonjour. Allez. Ah oui. Allez, on s'assoit. Oui, on s'assoit. Ça monte le musée. Il faut, hein. J'ai été à la Cité du Vin, j'étais au 7e et je cherchais le musée. Je ne le trouvais pas. Oui, il est caché. Il était caché par les silos, parce qu'il n'avait pas encore monté. Voilà, oui. Absolument qu'on arrive à faire un truc sympa entre la cité et le musée, la forme de radio, une terrasse de café. Comme je l'entends dans la salle, ponctualité, 6 heures pétantes. Donc une horloge qui va dicter, qui va commander un petit peu, qui va piloter la soirée. Merci à tous d'être présents ce soir à la Station Ozone, à l'invitation d'Agora 2017 et de la librairie Mola Station Ozone. Merci Monsieur Juppé d'être présent, merci Monsieur le maire d'être présent, Monsieur Mola, Madame Laroche-Charluy, merci pour votre initiative et pour avoir réuni sur ce plateau 3 intentions, on ne peut pas dire trois représentations, ni 3 projections, 3 professionnels, je ne dis pas des auteurs, je ne dis pas des photographes, 3 invités qui vont s'exprimer ce soir, qui vont échanger avec nous ce soir autour du thème de notre chère ville, voire de notre grande métropole, labellisée par les experts, publicitée par tous. Notre ville séduit de plus en plus, tout le monde veut venir y habiter, veut venir s'y installer, tout le monde veut venir jardiner sur nos terres, voire sur nos quais. Donc il convient d'aménager tout ça et de bâtir en intégrant tous les enjeux, toutes les attentes, tous les caprices, tous les besoins du présent et puis peut-être aussi de l'avenir. Alors, pour respecter notre soirée, notre timing, je vais commencer par présenter les personnes qui sont avec moi sur ce plateau. Camille Fallet, d'abord, ancien nageur, qui a arrêté, ancien nageur, qui est photographe, diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes et du Royal College of Arts de Londres. C'est par ordre de présentation des ouvrages que je fais ce listing, puisque j'aurais pu commencer par Suzanne. Merci d'être là ce soir. Suzanne Eliasson, qui fonde en 2010 avec Anthony Jam, l'agence d'architecture et d'urbanisme Grao. Alors Grao pour Good Reasons to Afford Urbanism. L'agence travaille à toutes les échelles et les phases du projet. Les problématiques liées à l'habitat sont les bases de sa réflexion. Au cœur de la pratique, le logement associé aux capacités locales devient l'élément moteur pour révéler un territoire. L'approche consiste en l'étude du tissu constitué de manière à ce que faire avec l'existant ne se transforme pas en faire peu. J'insiste sur la méthode puisque ça fera l'objet aussi de l'échange que l'on aura ensemble. En parallèle, l'agence développe une culture du projet partagé, la participation d'habitants et d'acteurs locaux qui permet de planifier la ville
en répondant aux besoins des usagers immédiats et futurs. Une note indiquant que Grao est lauréat du palmarès des jeunes urbanistes 2016. Merci d'être là, Suzanne. Suzanne abordera donc cet ouvrage « Apprendre de Codérant ». L'ouvrage construit autour du travail de Michel Courajou et de l'agence Grao. Codérant, une forme d'archétype de la périphérie de la métropole bordelaise, celui de la ville-jardin. Apprendre de Codérant peut donc se lire comme une possible projection dans le futur pour de nombreux quartiers résidentiels de la métropole, voire d'agglomération autour de celle de Bordeaux. Alors, projection, il en sera question avec notre troisième invité, Mathieu Zimmer, qui imagine aussi en 2010 2 degrés, une agence qui est aujourd'hui une maison d'édition et aussi une agence de médiation qui s'intéresse aux liens entre les usagers, les modes de vie et les territoires. 2 degrés a toujours assumé un regard décalé et ludique sur l'aménagement et les évolutions de la société, et quand il y a du décalage, il y a du jeu, et quand il y a du jeu, ça se passe toujours mieux. Donc les Troublions de 2 degrés ont déjà des faits d'armes avec d'autres ouvrages. Ce soir, il présente le Méga Grand Bordeaux, donc un nouveau roman graphique des éditions 2 degrés, qui raconte l'histoire de Gilles, un fonctionnaire territorial, qui raconte, entre autres, l'histoire de Gilles, fonctionnaire territorial, qui aura la charge de faire de Bordeaux et de ses environs un paradis pour le plus grand nombre. Donc c'est une projection un petit peu dans le futur, qui est visionnée, qui est donnée à voir par le Méga Grand Bordeaux. Donc je rappelle qu'avec nous ce soir, Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, à carte blanche, s'il le souhaite, pour nous interrompre, intervenir et éventuellement compléter les choses. Je rappelle aussi que le public est invité aussi à s'exprimer, car après tout, nous sommes sur une estrade très en hauteur, mais nous sommes peu de choses face à vos attentes et face à vos initiatives citoyennes et habitantes. Alors, pour passer au grill dans l'ordre, Camille Fallet, pour l'anthologie de l'ordinaire, donc un ouvrage qui fait aussi l'objet d'une exposition aux 308 maisons d'architecture et qui fait aussi l'objet d'une installation au H14 dans le cadre d'Agora. Il y a quand même au départ une approche, une intention qui n'est pas celle de la photographie documentaire ou la photographie de reportage, il y a une démarche artistique. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la méthode ou sur l'approche qui a présidé à Anthologie de l'ordinaire? Alors, l'idée c'est de trouver le moyen le plus contemporain, entre guillemets, de représenter une ville. Je vais essayer d'être bref, mais d'abord il y a l'idée de collection, c'est-à-dire d'identifier des objets qui vont être récurrents dans la métropole et qui forment finalement, qui sont les formes esthétiques qui composent le territoire. Voilà, donc le livre est essentiellement organisé par typologie. Après, ce qui est important, c'est que la plupart des images sont faites à travers le pare-brise d'une voiture. Donc il y a quelques séquences qui sont à pied, mais la plupart du temps, j'essaie de rester à l'intérieur d'une voiture pour avoir une expérience la plus commune possible de l'habitant du Haillan ou de Hésine, etc. Voilà. Apprendre de Codérant. Est-ce qu'il s'agit aussi de commander un bataillon d'experts pour dialoguer avec des habitants résistants au rectif, ou est-ce que c'est une formule d'échange qui est complètement différente? Grande question. Vous m'entendez? Oui. Non, je pense que... nous, on a fait une étude sur Codérant avec Michel Courajou. Ça a commencé en 2013 et je pense que ce livre, déjà, c'est un certain hommage au travail qu'on a fait avec Michel Courajou et la personne qui était Michel. Et il se trouve que pour le coup, Codérant, je trouve que c'est un très très bon cas. Ouais. Alors, j'ai bien aimé votre comparaison avec... Enfin, c'est pas une comparaison, mais votre référence au Cap Ferret. Codérant, déjà, c'est 750 hectares. Et non, mais c'est intéressant aussi pour ça que c'est un morceau de ville. C'est un vrai morceau de territoire et qui contient beaucoup de choses. Et les gens ont des images très différentes de Codérant. Effectivement, nous, la première chose qu'on a entendue, parce qu'on n'est pas bordelais, mais on connaît quand même bien Bordeaux maintenant, mais la première chose qu'on a entendue, c'est le livre bordelais. Voilà, et dont certains habitants en sont très fiers. On entend beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui disent
Codéran c'est très très beau, par contre le paysage est magnifique, d'autres qui disent bon c'est un peu ennuyeux. Voilà, mais c'est un morceau, nous ce qu'on trouve intéressant c'est que c'est un morceau de ville déjà, et que l'étude qu'on a faite, elle portait sur cette question-là. Nous on regarde un territoire, on regarde en tant que, moi je suis architecte, mais on travaille sur les problématiques liées à la ville, et quand on regarde un territoire, nous on ne peut pas s'empêcher de regarder qu'est-ce qui peut devenir. Pardon Suzanne, mais pour les non-experts dans le périurbain, c'est ce qu'il y a entre l'urbain, le cœur de la ville, et puis les zones rurales, et puis c'est tout l'enjeu après le questionnement dans la métropole, c'est-à-dire tous ces espaces, tout ce qui entoure le centre de la ville et qui fait l'objet de toutes les attentions en termes d'aménagement. Donc l'étude est un peu une sorte d'expérience qui vise à voir si la ville-jardin, si l'optimisation de la manière de vivre au milieu, ensemble, parce qu'il y a quand même beaucoup de collectifs, c'est une manière d'expérimenter pour peut-être projeter des solutions ou pour peut-être envisager, donc j'ai parlé de prévision, mais imaginer des possibles. En fait, ce qui est compliqué avec des territoires comme Codéran, et avec tous les territoires, je dirais plutôt type ville-jardin, de la ville résidentielle, c'est que on ne travaille pas de la même façon que ce qu'on travaille en centre ou dans des grandes friches, où à un moment donné, il y a un projet qui est posé, qui est bien sûr négocié et discuté, mais qui est clair. Faire projet dans la ville-jardin, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une cumulation d'intérêts privés. C'est aussi ce qui fait qu'il y a une richesse qui est très forte, une diversité qui est très forte dans ce territoire-là. Mais du coup, c'est plus difficile peut-être d'imaginer comment, vous avez parlé de prévision, voilà, de voir comment ce territoire-là peut évoluer. Et en même temps, pour nous, c'est absolument nécessaire parce que c'est une énorme partie de la ville et énormément de gens y vivent et ils vivent très bien et souhaitent continuer à y vivre très bien. Et en même temps, il y a des problématiques de densification, de transformation du territoire, de l'espace public. Donc on est obligé d'essayer de prévoir. Et du coup, se pose la question des outils, à la fois de prévision en tant que projet, mais aussi de communication. Et le livre, pour nous, c'est un début de réponse à ça, je dirais aussi. C'est-à-dire que c'est une façon de faire aussi projet sur le territoire. Vous avez remarqué qu'il n'y a que des petits dessins, par exemple. Oui, il y a des petits dessins. Alors moi, le livre, alors il n'y a pas que des petits dessins, il y a aussi ces photos. Celle-ci, j'ai trouvé très brutale dans l'ensemble des photos. Celle-ci, ça y est, Codéran Nouveau-Berlin. On est dans le 1, c'est ça. Hein, je pense que ce qui était important pour nous dans ce livre-là et dans ce qu'il essaye de communiquer, c'est qu'on a choisi ces petits dessins, cette façon de dessiner qui n'était pas du tout la façon dont on a travaillé au début sur le territoire de Codéran. Ces petits dessins-là n'existaient pas dans le cadre du travail. C'est une façon déjà, pour nous, d'attirer peut-être le regard du spectateur un peu dubitatif. Par rapport à la transformation de la ville qui en même temps... C'est de la synthèse et de la communication, c'est une manière de... C'est déjà une façon d'attirer le regard, parce que oui, parce que tout le monde ne regarderait pas ce livre, sinon si on mettait que des plans ou des choses comme ça. Mais l'idée des dessins, c'est vraiment ça déjà, c'est d'attirer le regard sur un existant qui déjà est puissant, et sur les capacités qu'a chacun quand même dans ce type de ville de transformer et d'agir sur le territoire. Ouais. Déjà, ça part d'un constat de réalité, je pense, sur Codéran, qui est absolument fabuleux quand on s'y promène quand même, on se balade et on a un paysage qui est absolument incroyable, qui est produit par les clôtures. Moi, je n'y connais absolument rien en paysage et en essence, mais comme toute personne, tout citoyen, je sais apprécier aussi le paysage, et je trouve que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, il y a du travail derrière ça, ça demande de l'entretien, du travail, ça c'est un fait, mais ça produit une qualité très 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 forte, qui est pas nulle. Et après, moi j'ai grandi en Suède. En Suède, par exemple, on a plein de rues partout où il n'y a pas de trottoir. C'est partiellement subjectif, mais c'est basé sur l'observation. On a à Codéran, toutes ces idées. Certes, le bidon d'eau qui est transpercé, on ne l'a pas vu à Codéran comme ça, on n'est pas rentré dans un jardin, on n'a pas aperçu ça. Ça, c'est une idée parce que c'était important de commencer par parler de l'eau, parce que le paysage aussi existe, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de la pluie, parce que, c'est le paysage bordelais. Ok, merci Suzanne. Je rappelle que le livre, disponible partout, fait aussi l'objet d'une présentation dans un espace OH14, accompagné d'un film, sur le même thème, et visible pendant tout le temps de la Biennale. Merci Suzanne.
Mathieu, autour de 2 degrés. Donc les scientifiques nous disent, nous ne disposons que d'une petite fenêtre pour agir. 2 ou 3 décennies au maximum. C'est pas beaucoup, hein. 2 ou 3 décennies. Tous mourir ou juste... Oui, justement, sur la faune. Il en va de la survie de la biodiversité, mais également de l'humanité. Là, on parle bien de nous, Mathieu. L'érosion des espèces entraîne de graves conséquences en cascade sur l'ensemble des écosystèmes, ainsi que des impacts économiques et sociaux pour l'humain, rappelle un des scientifiques. La faune et la flore nous rendent en effet de nombreux services, qu'il s'agisse de la pollinisation, de l'amélioration de la productivité des terres, de l'assainissement de l'air et de l'eau, ou du stockage et du CO2. D'accord non, mais après, si on meurt dans 30 ans, il faut quand même, vu qu'on a 30 ans encore à profiter, donc autant être positif pendant ce temps-là. Voilà, c'est ça. On prend tout. Alors non, il faut vivre toutes les expériences, tout ce qu'on a envie de vivre. Se rapprocher, mais... Alors, le Mégalo, ça commence sur le même constat. On s'était croisés sur une terrasse, on avait parlé de ça, de la vie si attractive. Oui, le Mégaronde, c'est l'histoire de... On le sait tous, c'est que Bordeaux, c'est la ville la plus cool de France depuis quelques années. Et donc on a imaginé jusqu'en 2050, pour imaginer peut-être les 20 prochaines années, c'est d'imaginer chaque mois, il y a une de l'Express ou du Point qui dit Bordeaux, ville préférée des Franciliens. Les bons plans immobiliers à Bordeaux, être cool les francs-maçons à Bordeaux. Ça va en 20 ans. Et, donc évidemment, tout le monde sait que Bordeaux, c'est la ville la ville préférée, la meilleure ville de France. Et donc tout le monde vient à Bordeaux, ce qui est plutôt bon signe pour la ville, qui a des bons côtés aussi parce qu'on a des services en plus, on a une cité du vin, on a plein de choses. Mais il y a quand même quelques mauvais côtés dans le fait qu'il y ait trop de monde. C'est par exemple rester coincé 4 heures sur la rocade ou attendre que mamie meure pour récupérer l'héritage pour acheter un T2 sur le boulevard. J'aime ma grand-mère, donc ça m'embêterait. Donc voilà, on raconte cette histoire, on imagine qu'en 2050, ça va quand même être, ça va être l'émeute sur les quais, entre les gens qui font du roller, les gens qui font du Segway, il y aura des batailles. La tension, ça commence. Alors, ça commence, je le confirme, le dimanche sur les quais, le legging est star. Effectivement, tout le monde court après la santé. Je reviens à mes questions. Donc, dans l'organisation du livre, comment on fait une projection dans le futur? Est-ce que c'est une question de... un matin, on se dit, allez, je prévois le futur comme ça. Est-ce que c'est un peu plus scientifique? Est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est une décision plus stratégique pour développer après son activité? Comment on fait ça? Comment on prévoit le futur quand on est 2 degrés? Alors souvent c'est de la fiction, ce qui est beaucoup plus pratique que des choses vraies. Non, c'est un parti pris, c'est que ça donne un angle pour faire un livre en disant oula, en 2050 il va y avoir des émeutes sur les quais, il faut changeons les choses, parce que si on parle de l'actualité, finalement les gens n'aiment pas changer, donc ça ne change rien. Il faut prendre un pied, et le futur ça permet de dire ça. Et voilà, et après nous on raconte une histoire, donc c'est une introduction qui est plus ou moins réaliste, à part le 2e étage sur la rocade, ça on n'y croit pas trop, mais après le reste, ça à mon avis, ce qui est à droite, 5-10 ans pour que ça arrive, l'application qui révèle des coins à champignons, des choses comme ça va arriver. Donc après c'est qu'on aide les gens à se projeter, on est tous coincés dans son quotidien, donc leur imaginer comment ça va être dans 10 ans, et là d'un coup il se passe un truc dans le cerveau, ils disent ah ouais, ça peut peut-être réagir. Non, on a inventé des propositions qui ne tenaient pas la route, et c'est pour dire aux gens, mais ne tenez pas compte de ça, et débrouillez-vous par vous-même. Donc voilà, donc l'objet du livre, c'est de dire, enfin l'histoire aussi, c'est que nous on est trentenaires, on peut plus loger à Bordeaux, donc on se pose aussi ces questions de savoir où on va aller vivre quand même. Et donc c'est il y a des tas de zones repérées par Annie, parce que si vous feuilletez bien, moi des espaces faire construire par des amis architectes, un petit blocos, j'en ai vu plein, quoi. Je me suis dit tiens là, à mon avis c'est gérable. Franche-Codéran, bien desservi. Il y a encore quelques bons plans. Oui, je pense qu'il y a encore des... Mais non, c'est vraiment de se dire, on ne peut pas tous aller à Bordeaux, et je veux dire, c'est pas grave. Et c'est de dire, quand on déménage, on a plein de questions à se poser sur son mode de vie. Parce qu'en fait, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui n'ont pas d'argent, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui n'ont pas besoin d'être dans le centre-ville. Et c'est de se dire, peut-être qu'on ne se pose pas toutes ces questions, et qu'on n'est pas très curieux dans la géographie de son territoire. Et le but, c'est d'explorer tout ça avec des profils de ménage qui ressemblent à la salle qui est là. Donc il y a des personnes âgées, des jeunes, des personnes seules, etc. Alors le rêve et la réalité, c'est un peu l'expérience de Codéran qui m'a inspiré ça. On étudie, on concerte, on présente des projets, on fait des annonces, on fait rêver, puis après il faut passer à l'acte.
Et la réalité est parfois inférieure au rêve. Faire la rue Dauphine, ça n'a pas été une mince affaire. Une des traductions concrètes du projet Codéran Ville-Jardin, c'était de transformer une rue en rue Jardin, sans trottoir. J'ai tout de suite pris cette idée, parce que chaque fois que je vais à Codéran, on me parle des trottoirs de Codéran et de leur état déplorable. Je me suis dit que si on les supprimait, on aurait réglé le problème. Et donc on s'est dit, on va faire une rue sans trottoir, et puis on va végétaliser, et puis on va demander aux gens de circuler, de stationner autrement, sauf que quand on est passé à l'acte, catastrophe. D'abord, on n'avait pas prévu qu'il y avait des machins en somme, donc il a fallu revoir comment concilier ça. Comment, à partir du moment où on a lancé un projet, continuer à le rendre crédible. Comment convaincre les concitoyens qu'on va le faire, même si c'est compliqué, même si c'est plus lent, même s'il y a des tas d'obstacles qu'il faut franchir. C'est la première contradiction qui est un peu difficile à gérer. La deuxième contradiction, c'est ce que j'ai appelé d'un côté la transformation et la préservation. Transformation, la ville se transforme, elle va continuer à se transformer, elle est attractive. Ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu une de vos planches, là, où vous mettez c'est complet. Hier, dans un conseil de quartier, j'ai dit aux habitants qui étaient là, j'envisage de mettre aux différentes entrées de Bordeaux, on est complet. Parce que c'est vrai que ça pose de tas de problèmes. Mais ça va continuer à se transformer, on a beaucoup transformé la ville, on va la transformer. Et en même temps, schizophrénie, les habitants n'ont pas très envie qu'on transforme la ville. Quand je dis parfois dans certaines réunions, où je disais on va faire une ville, une agglomération millionnaire d'1 million d'habitants, mais pourquoi elle est très bien comme ça, foutez-vous la paix. Donc plus d'habitants, c'est plus de densification, on n'aime pas la densification, parce que la densification, oui, mais pas dans mon jardin. Donc voilà, chaque fois qu'on met un projet en discussion, les recours, etc. Donc vous connaissez ça, il y a ça à gérer qui est difficile et qu'il faut arriver à concilier. Puis la troisième contradiction, je disais l'urgence et la prospective. La prospective, je vais revenir d'un mot, j'ai envie de vous embaucher, je vais vous dire pourquoi. Je crois que ça va changer. Peut-être pas disponible. L'urgence c'est quoi? C'est que, je prends l'exemple du conseil de quartier d'hier soir, dans un des quartiers de Bordeaux que je vous nommais, Bordeaux-Maritime. Je fais un grand topo, Bordeaux est en forme, une bonne rentrée scolaire, une saison touristique exceptionnelle, et voilà maintenant nos projets, etc. Paf, le débat. Pourquoi il y a autant de prostituées à côté de l'école de mes enfants? Pourquoi est-ce que voilà, il y a du bruit dans tel établissement? Donc là, on est dans l'urgence absolue, dans le très 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 court terme. Alors comment essayer d'entraîner tout le monde sur le moyen long terme? Parce qu'il faut aussi donner cette dimension à l'action publique. Et quand j'ai dit que j'avais envie de vous embaucher, c'est que j'ai annoncé dans ma conférence de presse de rentrée hier que je voulais lancer pendant l'année 2018 une grande opération de remue-ménage générale sur Bordeaux 2030-2050. Comment on voit notre ville? Comment on peut la rêver, imaginer? Alors 2050 c'est très très loin, d'ici là on aura disparu, on renacquis, on sera revenu quoi. La renaissance. C'est vrai que pendant ces années, les transformations vont être formidables, je n'ai pas le temps de développer, mais je mets un peu ça dans la cervelle de temps en temps. Transformation démographique, on va être 11 milliards, hypothèse moyenne, à la fin de ce siècle. Transformation climatique, on en a parlé, et ça ne va pas très bien. Transformation numérique, qui elle est ambulante, qui apporte des choses formidables en même temps qu'elle a raison d'inquiétude. Et puis peut-être transformation anthropologique. À force de nous augmenter, de nous rendre éternels, extraordinairement intelligents, est-ce qu'on va rester ce que nous sommes? Est-ce qu'on va devenir une espèce différente? La question se pose. Donc voilà, 2050 c'est loin. Avant il y a 2030, et je pense qu'il n'est pas trop tôt pour essayer de demander aux Bordelaises et aux Bordelais comment ils voient leur ville. Comment voulez-vous vous déplacer dans la ville? Comment voyez-vous les quartiers nouveaux? Comment voyez-vous la nature dans la ville? Comment voyez-vous la ville dans son environnement régional ou même national? Voilà. Et donc je me demandais si pour animer cette réflexion sur Bordeaux 2030-2050, vous ne seriez pas disponible. On est passé du rêve à la réalité, peut-être, la réalité à inventer. Et puis alors j'ai une quatrième contradiction qui n'est pas liée au débat, c'est que le maire dans une ville doit être au four et au moulin.
Donc je suis attendu à 19h au théâtre de la Pergola à Codéran, précisément, que vous connaissez bien. La circulation est extrêmement fluide et donc je pense qu'en 4 minutes et demie, je vais pouvoir vous quitter et rejoindre Codéran. Donc si je m'en vais, ne m'en veuillez pas de ne pas participer au débat, de ne pas écouter les questions et les réponses sans doute passionnantes qui vont être données. Merci, monsieur.